Il est temps de parler culture sur France 24 et aujourd'hui de cinéma en compagnie de nos deux invités, le réalisateur Jérôme Salle et l'écrivain Caril Ferré. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors dans quelques instants, vous allez nous parler de Zoulou, l'adaptation du roman éponyme sur grand écran avec Forest Whitaker et Orlando Bloom. À suivre également dans cette émission, la vie de Nelson Mandela à voir au cinéma. Le film fait un carton en Afrique du Sud. Et puis nous nous sommes rendus sur le tournage du premier film réalisé sur la crise en Côte d'Ivoire. Mais donc on va commencer avec Zoulou, le film de Jérôme Salle, adaptation donc du roman de Caril Ferré. Ça va sortir le 4 décembre sur les écrans français. Et je vous propose qu'on commence par regarder quelques images de la bande-annonce. The government gave us carte blanche. We were 200 scientists, and our mission was to develop an ethnic bomb capable of decimating the black population. How many black men did he kill? Too easy on all those pricks, eh? What would you have preferred? Retribution? Not retribution, justice. If you want to make peace with your enemies, then you work with your enemies, and they become your partners. We decided that we were going to live together. The past is the past. Some things aren't easy to forgive. Voilà pour le film Zoulou, qui est donc l'adaptation de votre roman Caril Ferré. Alors l'histoire de ces deux flics en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud contemporaine, qui est racontée donc en roman, maintenant en film par deux Français. On peut s'en étonner. Vous connaissiez ce pays avant? Comment est-ce que... Peut-être Caril a commencé par nous raconter, puisque vous êtes à l'origine de ce... Voilà. Ouais. Moi j'avais un ami qui était journaliste, qui s'est installé en Afrique du Sud quand Mandela a été élu. Donc je suis allé le visiter, c'est la moindre des choses. Quand j'y suis allé, j'étais pas touriste parce que lui était installé là-bas depuis 3 ans. Ouais, c'est différent comme il m'a fait découvrir le pays, les gens, surtout, c'est ce qui m'intéresse. La région de Cape Town, qui est absolument somptueuse. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour écrire un bon roman noir, entre l'apartheid, le post-apartheid, l'élection de Mandela, le sida, la violence endémique. Il y a énormément de choses dans ce pays. Et en plus de la beauté du paysage. Et donc du coup, moi il me faut 4 ans pour écrire ce type de livre, donc j'y suis allé, je suis revenu, j'ai réécrit, j'ai fait des allers-retours en Afrique du Sud. Ouais, c'est un long processus. Un long processus jusqu'en 2007. C'était un peu la même chose pour vous, Jérôme. Comment vous avez découvert le roman de Caril et puis l'Afrique du Sud? Moi, en l'occurrence, c'est mon monteur qui, pendant que je travaillais sur le film précédent, qui m'en a parlé en me disant que justement il y avait quelque chose, il y avait vraiment le livre était formidable et qu'il y avait matière à faire un très film cinématographique. Très cinématographique. Après, à la fois, j'ai trouvé le bouquin effectivement formidable et j'ai hésité finalement quand même assez longuement du fait justement que je ne connaissais pas le pays en fait, et que je me posais des questions sur ma légitimité. Donc je suis allé passer du temps là-bas, une première fois, un premier séjour. Pour voir si je me sentais capable. Voilà. Alors, on l'a entendu dans la bande-annonce, il y a deux notions primordiales qui reviennent souvent dans le film et qui sont très présentes en Afrique du Sud. C'est vengeance, pardon, comment se situer par rapport à ces deux notions. Sans révéler la fin du film, vous n'avez pas l'air très optimiste. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Alors, non, après je te laisserai. Non, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, sans révéler la fin du film, j'encourage ceux qui iront voir le film à analyser le tout dernier plan, en tout cas la toute dernière scène et le tout dernier plan, qui pour moi sont discrètement optimistes. D'accord, voilà. Discrètement optimistes. C'est la nuance qui manquait. En fait, le paradoxe, c'est évidemment que le film montre, c'est un tableau réaliste de l'Afrique du Sud, mais comme était le livre de Caril, d'ailleurs je crois, il est très fidèle en ce sens, mais en même temps, si vous me demandez mon avis, je suis raisonnablement optimiste pour l'Afrique du Sud. Simplement, j'essaye de montrer les choses telles qu'elles sont et je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir aller de l'avant, c'est important aussi de ne pas se mentir et de regarder les problèmes tels qu'ils sont. Donc c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes, mais en fait, je pense qu'ils ont quand même entre leurs mains les solutions. Alors, Caril, je vous laisse la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute l'un de vos acteurs, Forest Whitaker, justement, qui nous parle de cette Afrique du Sud encore profondément marquée aujourd'hui par l'apartheid, plus de 20 ans après son abolition. On l'écoute. Mon personnage est à l'image de ce pays. Un certain endroit de ce pays affaibli, encore hanté par l'apartheid. Avec tous les sentiments qui vont avec, la frustration, la colère, ce qui vous arrive quand vous êtes confronté à vos souvenirs et que votre vie n'est pas celle dont vous rêviez. Le sujet évoque tout ça.
Voilà, et donc pour donner la réplique à Forest Whitaker dans le film, Orlando Bloom, qui joue Brian Epkin, ils sont vraiment dans des contrastes. Donc évidemment, on a un policier noir, un policier blanc, on a un rebelle, on a quelqu'un de très droit, on a un extraverti, un introverti. C'est comme ça, vous aviez voulu rendre par les personnages ces contrastes qu'on retrouve dans la société sud-africaine? Complètement, en fait. Ouais. Moi, quand je travaille les personnages, j'essaie qu'ils soient des symboles forts de l'Afrique du Sud. Et bon, l'Afrique du Sud est un pays de contraste. Ouais. Si vraiment il faut dire quelque chose, c'est bien ça, quoi. Ouais. Entre les riches, les pauvres qui habitent côte à côte, la violence du pays et la beauté du pays, c'est que ça. Donc j'essaie de trouver des personnages qui étaient vraiment proches de l'Afrique du Sud. Et Jérôme, pour jouer ce flic un peu torturé, vous avez choisi Orlando Bloom. Il est très loin des rôles dans lesquels on le voit d'habitude. Oui, mais c'est un acteur. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais on oublie, je dis ça parce qu'en fait, on oublie souvent, c'est un acteur. Et en fait, Orlando je pense, a beaucoup souffert, ce qui arrive souvent à pas mal d'acteurs aux États-Unis, mais je pense que c'est le même problème en France, quand ce sont des beaux gosses qui deviennent connus très vite. On se dit ce sont des beaux gosses, ils sont connus parce qu'ils sont beaux gosses, et on oublie que c'est aussi des bons acteurs. Ça arrivait à Johnny Depp d'ailleurs avant lui, qui a dû se battre beaucoup pour sortir de ça. Donc Orlando, c'est avant tout un très bon acteur. Ouais, et j'avoue, il est formidable dans le film, assez méconnaissable. Question qui tue un peu, ils sont fidèles, vous les auriez imaginés comme ça? C'est toujours difficile quand on voit son roman adapté, j'imagine. Non, mais c'est encore mieux. En fait, vraiment, c'est la magie du cinéma que je ne connaissais pas, parce que quand je suis arrivé sur le tournage, j'étais vierge, entre guillemets. Mais tout de suite, Forest Whitaker, dès la première scène, j'ai vu que même si tu es plus âgé que dans le film, que dans le livre, peu importe, il a incarné avec toute son aura et toute sa force. Je ne pouvais pas rêver un meilleur Ali, ce personnage noir. Quant au blanc, c'est simple. Orlando Bloom est venu vers moi, il m'a dit c'est toi l'auteur, mais je rêve, ça fait des années que je rêve d'un rôle comme ça, c'est le rôle de ma vie. Ils étaient très investis, tous les deux, y compris avec l'accent sud-africain qui n'est pas évident. Ils ont beaucoup travaillé, Orlando encore plus que Forest, parce que Forest a bénéficié du fait d'avoir déjà travaillé sur Le Dernier Roi d'Écosse. Ouais. Alors c'était pas le même accent, mais bon, ça l'a beaucoup aidé, et Orlando, ça lui a pris, il s'est mis, mais des mois avant il a commencé à travailler, c'était très très long. Ouais. Et je crois, je ne suis pas sud-africain, mais d'après les Sud-Africains, il a un accent qui est proche de la perfection. Bon, proche de la perfection. Je voudrais qu'on parle quand même de la violence qui est très présente dans le film, que vous avez choisi de montrer de façon très crue. C'était nécessaire parce que reflète d'une certaine réalité? D'abord, c'est l'adaptation d'un livre. Donc c'est vrai que le livre, quand on le lit, effectivement, est violent, mais parce qu'il reflète la société sud-africaine. Vous savez, c'est amusant. Alors, je dirais deux choses. C'est d'abord, le film est profondément sud-africain, je crois. Moi, je l'ai fait avec des Sud-Africains. On a travaillé sur le plateau. Les acteurs, hormis Orlando et Forest, sont sud-africains, les techniciens aussi. Donc, je pense que ce qui ressort du film, c'est le pays. Et ce qu'est le pays. Et ce pays est dur. Voilà. Mais les Sud-Africains vous le disent. Ensuite, sur la manière de filmer la violence, j'ai fait très attention à ce que ce ne soit pas complaisant. Parce qu'en fait, moi, en tant que spectateur, je n'aime pas beaucoup la violence. Mais je ne pouvais pas ne pas la montrer. Donc, disons que c'est bref. Elle est là, je filme ce qui se passe, mais de manière très bref et très sec. Oui. Alors, puisqu'on parle d'Afrique du Sud, on peut difficilement ne pas mentionner Nelson Mandela quand on parle de ce pays. Et vous n'êtes sans doute pas sans savoir que la vie de Nelson Mandela a été pour la première fois portée sur grand écran. Mandela, un long chemin vers la liberté, est une fresque historique de près de 2h30, allant de l'enfance à l'élection de Mandela en 1994. Le film est déjà sorti en Afrique du Sud, où il rencontre un vif succès. Écoutez ce qu'en pense Winnie Mandela, ancienne femme de l'ex-président sud-africain. Cet événement montre aussi qu'il ne faut pas oublier ses racines et que la liberté dont nous profitons aujourd'hui est le résultat d'un long combat et de beaucoup de sacrifices. Voilà, Mandela, un long chemin vers la liberté, en salle le 18 décembre ici en France. Vous avez montré votre film en Afrique du Sud? Vous avez des retours Alors, j'ai des retours des gens qui ont travaillé avec moi sur le film, des acteurs. Donc Conrad Kem, qui a un rôle très important, qui était avec nous à Cannes. Qui est le troisième flic, qui est le troisième, voilà, exactement. Et qui dit lui-même que c'est un portrait très juste du pays. Donc ça, j'étais très fier de ça. Après, je ne l'ai pas montré au public, puisque le film n'est pas encore sorti là-bas, sera au début de l'année prochaine. Donc, à suivre, on verra. Ouais. On va continuer à parler d'Afrique et de cinéma, si vous voulez bien, avec un projet qui va peut-être vous intéresser. C'est le premier long métrage sur la crise en Côte d'Ivoire qui a pris fin il y a 2 ans à peine. Un conflit qui, vous vous en souvenez, a fait plusieurs milliers de morts de 2002 à 2011. Run retrace ainsi la trajectoire d'un adolescent qui rejoint les jeunes patriotes, partisans extrêmement violents de l'ex-président Laurent Gbagbo. Nous sommes allés rencontrer le réalisateur lors du tournage. De l'action
et de la violence sur le tournage de Run. Le film retrace la trajectoire d'un adolescent appelé à devenir féticheur de son village, mais qui rejoindra finalement les jeunes patriotes, partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un personnage principal interprété par Abdoul Karim Konaté, autodidacte des quartiers populaires d'Abidjan, il a lui-même été témoin du conflit. Ça me rappelle des moments que j'ai vécu pendant la guerre. Voilà, parce que j'étais là, j'étais à Yopougon, là où ça a vraiment chauffé, quoi. Donc je peux dire qu'il y a des scènes qui ressemblent textuellement au vécu réel. Action. C'est la première fois qu'un long métrage revient sur ce conflit qui a fait plusieurs milliers de morts entre 2002 et 2011. L'exercice est périlleux pour le réalisateur franco-ivoirien car le traumatisme est encore récent pour la population. Pour moi, ce qui est important, c'est de raconter des êtres humains avec des failles, avec des espoirs, avec des trajectoires qui dévient un peu et de se questionner. La question principale de ce film, c'est comment nous sommes arrivés à la violence. Run entend jouer un autre rôle, celui de relancer le cinéma ivoirien, ravagé par les 10 années de conflit. Sur 80 salles maillant le territoire, seules 2 sont encore exploitées. Le ministère de la Culture a placé l'industrie cinématographique au premier rang de ses priorités. Il a ainsi financé le film à hauteur de 7%. C'est un partenariat réussi dans le cadre d'une coproduction, etc. Non, c'est vraiment pour nous un film qui va marquer le retour sur la place nationale et internationale de la Côte d'Ivoire. À terme, le gouvernement ivoirien rêve d'une large production cinématographique pour le pays, à l'instar du Nigeria. Le film Run doit sortir dans les salles européennes en 2014 et sera diffusé sur les chaînes africaines l'année suivante. Voilà, on espère que ça aidera à relancer le cinéma en Côte d'Ivoire notamment, et peut-être que vous pourrez y voir Zoulou, le film de nos invités. Donc Jérôme Salle et Caril Ferré, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler du film et du roman. Le film sort le 4 décembre ici en France. Évidemment, merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Je me tourne une dernière fois vers mes invités. Vous avez entendu parler du nouveau Museum of African Design ? Vous allez découvrir. Caril, sûrement. Vous allez découvrir parce que je vous en parle, c'est à Johannesburg en Afrique du Sud. Sculptures, meubles, en tout, quelques 200 œuvres sont exposées dans un entrepôt transformé en musée. L'occasion de découvrir toute la richesse du design africain. Je vous laisse donc sur ces images et vous dis à très vite.